Lénine et les bolcheviks arrivent au pouvoir en Russie. Alors, je passe sur beaucoup d'éléments de leur programme, mais un des éléments importants qui a été répété par Lénine avant son arrivée au pouvoir, c'est qu'il veut la paix. Il veut la paix avec l'Allemagne pour pouvoir réorganiser la Russie. Et parce qu'il sait également qu'il va connaître de nombreuses difficultés. Dès 1918, la guerre civile commence en Russie. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Dès décembre 1917, vous voyez que c'est assez rapide, les bolcheviks signent un armistice avec l'Allemagne. Vous voyez la situation militaire à cette époque. En fait, les Allemands ont une position de supériorité extrêmement importante sur le front de l'Est. Et en mars 1918, la Russie va être obligée de signer un traité, le traité de Brest-Litovsk, en mars 1918, qui les contraint à abandonner tous les territoires que vous voyez ici en rayé. Donc c'est pour la Russie une perte extrêmement importante, surtout qu'il s'agit de territoires très riches, mais en fait la Russie ne peut rien faire d'autre. La Russie ne peut pas continuer la guerre contre l'Allemagne. L'intérêt pour l'Allemagne, c'est que ça va lui permettre de ramener beaucoup de troupes vers l'ouest. Alors pas toutes ces troupes, il faut quand même occuper les nouveaux territoires, il faut maintenir aussi le calme dans ces régions, mais ça va permettre de redéployer, comme on dit, beaucoup de troupes vers l'ouest. Donc c'est un tournant extrêmement important. Que va faire l'Allemagne? Elle prépare de grandes offensives à l'ouest pour le printemps de l'année 1918. Le calcul de l'Allemagne est assez simple. Ils se sont libérés de la guerre à l'est. Ils ont de nombreuses troupes qu'ils peuvent ramener à l'ouest. Ils sont du coup temporairement en supériorité numérique par rapport aux Français et aux Anglais. Le problème, c'est que les États-Unis sont rentrés en guerre et que les Américains arrivent progressivement en France. Donc il faut que l'Allemagne attaque tout de suite pour vaincre la France et l'Angleterre avant que les Américains ne soient trop nombreux et que les Allemands se retrouvent en infériorité numérique. D'après les principales estimations, les Allemands savent qu'à partir du mois, on va dire, de septembre, ça sera fichu. À partir de septembre 1918, la situation leur sera trop défavorable. Donc ils doivent attaquer rapidement. C'est ce que vous voyez sur cette carte. Les offensives, les percées allemandes de mars, avril, mai 1918. Vous voyez, là, ce sont des percées importantes qui conduisent d'ailleurs les Allemands assez près de Paris. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Comment ils arrivent maintenant à percer alors que pendant des années, c'était impossible? C'est un peu compliqué, mais retenez globalement que les Allemands ont amélioré leur tactique militaire, utilisent des troupes d'assaut qui attaquent par surprise. Pas de bombardement pendant des jours, on bombarde rapidement pour détruire les défenses adverses, des troupes d'assaut attaquent, ce sont les meilleures troupes, elles arrivent à occuper rapidement les tranchées et elles foncent le plus rapidement possible pour continuer cette percée. Cette technique d'assaut rapide va fonctionner, mais vous voyez, ça ne suffit pas. Malgré la percée, malgré la conquête de dizaines de kilomètres, malgré la panique qui s'installe du côté des Alliés face à ces percées, les Allemands ne peuvent pas pousser plus loin. Ils manquent de moyens et les Français, les Anglais et les Américains, progressivement, parviennent à se ressaisir. Et plus le temps passe, plus la supériorité des Alliés grandit.
À partir de l'été 1918, la situation s'inverse. Et ce sont les Alliés qui vont pouvoir prendre l'offensive. 3 éléments expliquent la victoire des Alliés. D'abord, enfin, miracle, ils vont accepter de créer un commandement unique qui est confié au général français Foch. C'est-à-dire qu'auparavant, pour tous les assauts, il fallait discuter entre les Français, les Anglais, les Belges, les Italiens, patati patata, les Américains. En 1918, c'est Foch le chef. C'est lui qui décide au niveau le plus élevé. Et ensuite, il y a des commandants en chef des différentes armées. Vous voyez, hein, Douglas Haig, c'est le commandant des troupes anglaises, Pershing, des troupes américaines, Pétain, des troupes françaises. Mais au-dessus, il y a Foch. Deuxième élément, les tanks. Les Alliés ont beaucoup misé sur les tanks, alors que les Allemands ne l'ont pas fait, et ils en ont beaucoup en 1918. L'avantage des tanks, c'est que ça roule sur les fils barbelés, ça peut même passer des tranchées, et ça permet du coup de faire de très belles percées, de belles offensives. Et puis surtout, l'aspect matériel et humain. Grâce aux États-Unis, les Alliés sont en supériorité numérique. Ils vont pouvoir lancer de grandes offensives au mois d'août qui reprennent le territoire perdu lors des offensives allemandes du printemps. Et ensuite, vous voyez, septembre, octobre, novembre, petit à petit, les Allemands sont repoussés de France. Alors, les Allemands ne sont pas totalement vaincus. Le 11 novembre 1918, le front n'a pas été totalement disloqué. Et ça sera un argument par la suite, dans les années 1920-1930, les Allemands pourront dire « ha ha ha, on n'avait pas totalement perdu et les Alliés ne sont pas arrivés en Allemagne ». Peut-être, mais la défaite de l'Allemagne est incontestable. Et si la guerre avait continué encore plusieurs mois, cette défaite aurait été encore plus claire. Sur les autres fronts, la situation est la même, c'est-à-dire que les empires centraux vont être vaincus partout. Alors, les Italiens qui s'étaient fait écraser en 1917 parviennent à reprendre l'offensive, c'est pas non plus un front très décisif. Au Moyen-Orient, les Anglais, comme vous le voyez, repoussent les Ottomans un petit peu partout, mais c'est surtout dans les Balkans que la situation va être très très rapide. Les troupes françaises et anglaises vont battre la Bulgarie et remonter jusque vers l'empire d'Autriche-Hongrie. L'Autriche va du coup demander l'armistice dès le 3 novembre 1918. Du coup, l'Allemagne se retrouve isolée. La situation intérieure en Allemagne devient de plus en plus compliquée, des mouvements de grève, de plus en plus de désertion de l'armée. L'empereur Guillaume II va être contraint d'abdiquer. Une nouvelle république se met en place en Allemagne et c'est cette république qui va signer l'armistice avec les Alliés le 11 novembre 1918. C'est la fin des combats. Armistice signé dans le wagon du général Foch à Rotonde dans la forêt de Compiègne. Vous voyez, ce ne sont pas les chefs de l'armée allemande qui signent, ici c'est en réalité un civil, et ça montre là encore que cette armée allemande a du mal à reconnaître la défaite, et ce sont les hommes politiques de la nouvelle République allemande qui doivent en quelque sorte endosser cette défaite, ce qui va avoir des problèmes politiques par la suite, comme on le verra. Donc, le 11 novembre 1918, à 11h, fin des combats sur le front de l'Ouest, fin des combats entre les Alliés et l'Allemagne. Comme on verra, il faudra attendre ensuite plusieurs mois pour qu'il y ait la signature d'un véritable traité de paix.
Grand 2, la Première Guerre mondiale, une guerre totale. Donc, on considère que la Première Guerre mondiale est une guerre qui, progressivement, peut-être pas dès le début de la guerre en 1914, mais par la suite, une guerre qui devient totale. Une guerre totale, c'est une guerre qui mobilise l'ensemble des ressources d'un État. Sa population, pour faire la guerre ou pour travailler, son économie pour produire en vue de la guerre, sa politique, puisqu'il faut mobiliser les partis politiques pour la poursuite de la guerre, son idéologie, à travers notamment la propagande, etc., afin de détruire les ressources de l'adversaire, de détruire en fait l'adversaire. Une guerre totale, c'est une guerre qui vise à la victoire totale contre un adversaire. Les soldats, lors de la Première Guerre mondiale, vont être confrontés à la guerre industrielle. Industrielle par la production qu'elle mobilise, mais aussi industrielle par les innovations qu'on va trouver sur le champ de bataille. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, notamment parce que vous avez à travailler une fiche sur Verdun, mais quand même quelques éléments. D'abord, la Première Guerre mondiale se distingue par la brutalité des combats, par la violence et le nombre de morts qui s'accumulent, du fait notamment des perfectionnements en ce qui concerne l'artillerie. Comme le dit Pétain, alors la phrase peut paraître un peu stupide, le feu tue. Ça paraît évident pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, même si certains l'ont déjà compris, beaucoup de soldats n'ont pas anticipé la violence des affrontements, la brutalité des combats et surtout le caractère destructeur de l'artillerie. Donc les soldats en 1914 se font faucher par dizaines de milliers par les mitrailleuses qui se sont perfectionnées et qui permettent de tirer des centaines de coups à la minute. De même, perfectionnement de l'artillerie, artillerie de campagne qui tire sur les troupes et artillerie lourde, notamment l'artillerie lourde allemande qui tire à distance des obus gigantesques qui disloquent le champ de bataille et qui disloquent également les combattants. Donc, cette artillerie est sans commune mesure avec ce qui avait pu exister dans les siècles précédents. Et c'est ce qui explique les pertes extrêmement importantes, notamment lors des premières semaines des combats à l'été 1914. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas lors de la Somme ou de Verdun qu'il y a le plus de victimes, mais à l'été 1914, quand les soldats n'ont pas encore le réflexe de s'enterrer dans les tranchées et qu'ils se font faucher par les balles et par les obus. Cette artillerie va prendre une ampleur de plus en plus importante, les armées vont être de plus en plus dotées en artillerie lourde notamment, mais les pertes seront souvent moins importantes du côté des soldats parce qu'ils se protègent mieux, parce qu'ils construisent des tranchées de plus en plus perfectionnées. Pour vous donner un exemple de cette ampleur de l'artillerie, la bataille de Verdun. Le 21 février 1916, avant de partir à l'assaut, les Allemands vont tirer 1 million d'obus sur Verdun. C'est-à-dire que les Français qui défendent Verdun se prennent 1 million d'obus sur la tête. Et pendant la bataille, qui dure par contre plusieurs mois en 1916, 50 millions d'obus vont être tirés. C'est ça l'ampleur de l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale. Développement également de nouvelles armes. Alors, l'aviation, qui au début sert essentiellement à l'observation, mais qui petit à petit va servir également à bombarder le champ de bataille ou à bombarder des villes ennemies et à abattre également les avions ennemis. En 1915, les Allemands puis les Alliés utilisent les gaz. Alors, les gaz, ça peut faire pas mal de choses à cette époque, ou ça vous fait pleurer, ce qui est déjà embêtant pour les combats, ou ça vous asphyxie, ou ça vous brûle la peau. Donc vous devez vous protéger avec des masques à gaz.
Et les gars, c'est probablement ce qui traumatise le plus les combattants.